Ah, cette musique, je l'adore. C'est celle de Game of Thrones, cette série absolument superbe de HBO. Et dans cet épisode, c'est Nicolas qui va m'accompagner. Il a été en Islande pendant plusieurs semaines et il a fait un tour en vélo là-bas et puis ensuite un tour en voiture. Il va nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et dans la première partie, nous avons parlé plutôt de l'Islande en elle-même et du voyage en vélo qu'il a fait. Et puis dans la deuxième partie, du côté un peu pratique du voyage en vélo, ou du voyage, on va dire, en autonomie, puisqu'il faut se préparer quand même un tout petit peu. Alors je ne vais pas parler trop, et je vais tout de suite le laisser s'exprimer. Bienvenue dans VoyageCast, et voilà un interview. Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. L'heure de retrouver Ruby Rhod et Corben Dallas, le regagnant du grand concours Gemini Croquette, en exclusivité et en direct de Fleston Paradise. Ruby Rhod à votre service pour 2 heures en compagnie de le regagnant Corben Dallas. Alors bienvenue sur VoyageCast, je suis Jonathan, accompagné de Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Alors comment ça va aujourd'hui à Champéry ? Ça se passe bien, le temps est pas au beau fixe, mais bon, on fait avec. Ouais, comme tu l'as dit. Hein. Alors toi, t'es parti dans un pays où accessoirement ça nous rappelle pas tellement le beau temps non plus, l'Islande. Ouais, alors l'Islande, c'est vrai que le premier jour où je me suis dit, bah tiens, j'irais bien faire un tour là-haut, je savais qu'il y aurait pas forcément du soleil, qu'il y aurait beaucoup de vent, de la pluie, mais bon, ça m'a quand même attiré, quoi. J'ai voulu aller voir ce qui se passait. D'accord, j'ose demander pourquoi, la solitude Alors, pour les grands espaces dans un premier temps, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Islande pour ça, parce qu'il y a des grands espaces, c'est encore une terre entre guillemets vierge. Et après, oui, ça permet d'avoir une certaine solitude sans se lancer dans une aventure vraiment extrême, quoi. On reste quand même dans des zones entre guillemets civilisées. Et toi, alors, ce que tu as fait, c'est que tu as voyagé en vélo, là-bas. Voilà, ouais. L'idée, c'était de faire donc une traversée nord-sud, ouais, c'est bien ça, nord-sud du pays, donc à vélo, et en passant par la piste F35, qui est en fait une piste qui traverse le pays de part en part, à travers le désert du centre de l'Islande. Alors, j'aime demander ça aux voyageurs. Quand tu arrives à Reykjavik, c'est ça ? Oui, c'est ça, Reykjavik, ouais. Yes. Quand tu arrives là-bas, à quoi ça ressemble ? Quelles sont tes premières impressions quand tu sors de l'avion ? Ça ressemble à quoi ? La première impression, c'est que c'est désertique. Parce que déjà, dans un premier temps, l'aéroport est quand même assez éloigné de la ville. Donc à 30 ou 40 kilomètres. Donc il y a rien. Il y a rien du tout. On a l'impression d'atterrir au milieu de nulle part. On a déjà, bon, moi j'ai bien aimé déjà une super vue avant l'arrivée où on voit l'île, parce que ça reste une grosse île, depuis les hublots. Et après, voilà, c'est le vide où on rentre dans le vif du sujet, quoi. Et alors toi, la première chose que tu as fait, c'est trouver un camping, je pense, quand on est en vélo comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. Première chose, alors déjà, ça a été d'arriver de trouver un transport, parce que bon, j'étais vraiment chargé avec le vélo d'un côté, un gros sac de l'autre avec tout l'équipement. Et donc la première idée qui m'a traversé l'esprit, c'est bien évidemment de trouver un endroit où dormir. Et donc en prenant une navette, j'ai rejoint le centre de Reykjavik. Et le centre de Reykjavik, ça ressemble à quoi ? À toutes les grandes villes comme Paris, Genève ou... Non, alors c'est une petite ville qui se fait très très facilement à pied. On peut s'y promener sans problème. Il n'y a même pas besoin de transport en commun. C'est assez vivant, très accueillant, mais c'est une petite ville, quoi. Pour donner un ordre d'idée, il y a sur l'ensemble de l'île, alors j'ai plus exactement la surface, mais il y a 300 000 habitants. Donc ça reste quand même petit. Il y avait assez de place pour ta tente, ouais. Voilà, exactement. J'aurais même pu en emmener 2. Et alors, premier soir, je suppose, assez tranquille, et tu as démarré tout de suite le lendemain avec ton vélo. Tu avais défini comment l'itinéraire ? Alors, dans un premier temps, l'idée, oui, c'était d'arriver le soir, dormir et de partir le lendemain. Sauf que en arrivant, il y avait un jour férié le lendemain de mon arrivée, et donc j'ai dû décaler mon départ d'un jour pour pouvoir ravitailler, parce que pour des raisons de poids, j'avais pas pu en fait prendre tout le matériel, du moins la nourriture en France. Qu'est-ce que tu prends comme nourriture quand tu traverses ? Parce que là, je suppose que t'as pas beaucoup de shops au milieu du désert pour t'approvisionner. Non, alors tous les soirs des pâtes, donc ça se transporte assez facilement, et puis ça permet d'avoir des sucres lents pour le lendemain. Et le midi, donc c'était repas froid, donc un peu de charcuterie, donc ils sont pas très forts en charcuterie là-bas, du moins pas comme en France ni comme en Suisse. Et donc là, j'avais pris du pain de mie en comptant les tranches et sur
ma dizaine de jours de traversée, et bah, j'avais 4 tranches par jour pour le midi. Parce que tu as jamais ravitaillé entre tes étapes. Alors, il y a vraiment dans le centre où il y a comme des petits campings ou refuges, c'est plus des entre guillemets des amuse-gueules, c'est-à-dire des barres de céréales, ça on peut trouver. Après, on peut pas retrouver de charcuterie vraiment dans le centre. Ça, il y a pas moyen, non. Donc tu as perdu un peu de temps là, tu as dû donc faire ton trajet plus court que ce que tu l'avais prévu. Non, parce qu'après, j'avais prévu donc quand même j'avais un planning qui me permettait d'avoir une marge de manœuvre assez importante. Donc en partant avec un jour de retard, j'ai juste fait une étape un peu plus longue au milieu, mais ça m'a pas raccourci le voyage. Ok. Et donc après ce premier jour, voilà, un peu, on va dire, perdu à cause de tes courses, tu as démarré au début en bus pour remonter jusqu'au nord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc l'idée c'était dans un premier temps donc de me séparer d'une partie du matériel, donc des sacs et sacoches qui ne servent à rien, donc on peut laisser en consigne au camping de Reykjavik. Et ensuite j'ai pris le bus pour monter complètement au nord. Et à partir de là, j'ai démarré direction le sud, donc sur la piste F35. Intéressant. Alors en traversant le pays, est-ce que tu vois beaucoup de choses? Est-ce que c'est désertique? Ça change entre les endroits? Alors c'est assez désertique, c'est même assez perturbant dans le sens où on n'a pas l'habitude d'avoir des grandes étendues assez vastes. On voit vraiment très loin. Après, on voit très loin quand il pleut pas. Les nuages sont pas présents. Mais il n'y a pas une grosse variation quand même des paysages, ce qui peut parfois être entre guillemets un peu ennuyeux au long d'une journée. Ouais, je me dis que tu dois pas avoir beaucoup l'impression d'avancer si déjà c'est grand et qu'en plus ça ressemble, t'as l'impression de patauger dans le yogourt, non? Ah oui, il y a des jours où on est plus, voilà, je regarde la roue, j'avance, je réfléchis pas trop, on contemple pas trop le paysage. Il y a vraiment des moments où on arrive près des glaciers où c'est vraiment impressionnant et là on lève la tête. Mais faut être franc, il y a des moments où c'est ennuyeux, clairement. Et tes étapes, tu les avais calculées comment par rapport à ta force physique? Est-ce que c'est des trucs normaux que tout le monde fait? Ouais, après il y a eu le premier jour en fait, je suis arrivé le temps que le bus remonte, il y a eu au moins je sais plus au moins 3 heures de bus. Donc j'ai démarré, il était midi passé. Donc je savais que ce premier jour serait une journée de mise en jambe et j'avais repéré une espèce de zone de camping où je m'étais dit que je dormirais là ce soir enfin le premier soir. Par contre, après, pour les autres étapes, oui, c'était en fonction de la forme physique, du temps, surtout. Et j'adaptais, étant donné que j'étais autonome, j'avais la tente, le réchaud, j'avais pas de problème pour dormir au milieu de nulle part, quoi. Parce que donc tu peux faire du sauvage, pas comme en Suisse par exemple, où c'est interdit normalement. Alors après, du sauvage, je me suis pas vraiment renseigné, il y a aucun souci, parce que c'est pas le monde qui est au centre, on n'est pas dérangé. Mais je sais qu'en France, par exemple, le camping est interdit, mais le bivouac est toléré, c'est-à-dire démonter la tente avant 9h et la monter après 19h. Donc ils ont peut-être une règle un peu identique à celle-ci en Islande. Oui, enfin bon, remarque, vu qu'il y a 300 000 habitants, voilà. Ouais, c'est pas la même chose que chez nous, on doit pas avoir le même nombre de propriétés privées, quoi. Ok, sympa. Comment se déroule une journée, alors ta première journée, on va dire, de vélo, voilà, tu descends du bus, tu descends ton matériel et tu fais quoi? Donc là, je mange, parce que je commence à avoir faim, puis il était pas loin de midi. Et ensuite, une fois que tout est remis, les sacoches accrochées, on commence à partir. Donc avec un peu d'appréhension, parce que voilà, on se dit je me lance au milieu de nulle part. Et après, ça déroule tranquillement. Donc on pédale en ayant comme objectif le premier camping ou la zone où on a prévu de dormir le soir même. Est-ce que tu fais des rencontres durant ton chemin ou est-ce que t'es vraiment seul? Alors bizarrement, ouais, j'ai fait pas mal de rencontres. Donc une première rencontre le premier jour, donc un couple de Hollandais qui par chance parlait français parce que je parle très mal anglais et qui m'expliquait qu'ils venaient de faire exactement le même trajet que moi mais dans l'autre sens, sud-nord, et qu'ils avaient également l'année précédente passé 3 mois en vélo en Patagonie. Donc première rencontre assez enrichissante, on a bien discuté. Et ensuite j'ai eu la chance, même un peu plus tard, donc de rencontrer cette fois-ci un couple de Français. Et il s'avère que ce couple avait fait un tour du monde à vélo pendant 2 ans, et j'avais même lu le livre durant l'année, donc ça a été vraiment la rencontre entre guillemets un peu magique, inattendue au milieu de nulle part. Ouais, pour rencontrer quelqu'un dont tu as entendu parler en Islande, oui, ça, c'est assez exceptionnel. Ouais. Voilà, donc ça a été vraiment, je me suis dit, wow, vivement, faut que je continue à pédaler, qu'est-ce qui va m'arriver après, quoi. Là, tu nous parles de voyageurs, alors ok, tu les croises sur les routes, mais des vrais gens de là-bas, alors on veut bien qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu en as rencontré au moins quelques-uns?
Alors dans le centre, hormis les gens qui tiennent ces petits campings ou ces genres de refuges, il y a vraiment personne. On croise, alors c'est même gênant parfois, des 4x4, beaucoup, soit des touristes qui traversent, soit des locaux qui ont des moutons un peu éparpillés au milieu de nulle part. Mais après, on n'est pas en contact direct finalement avec la population locale dans le désert. C'est des déserts où il y a vraiment personne. Moi, j'ai de la peine à m'imaginer ça. Enfin, c'est un désert de cailloux, de sable. Voilà, oui, c'est plus des cailloux, il y a un peu de mousse, d'herbe parfois sur certaines zones. Mais non, il y a vraiment personne, quoi. Hormis les zones fréquentées par les marcheurs, les campings, il y a personne. Est-ce qu'il y a des animaux, des oiseaux, des choses comme ça à voir? Bonne question. J'avoue que j'ai pas vraiment. Alors des animaux, clairement non. Après des oiseaux, j'ai pas forcément regardé, mais il y a pas. J'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose d'exceptionnel en tout cas. S'il y avait des oiseaux. Et l'ambiance dans les campings et tout ça, c'est un peu chacun vit son aventure solitaire, ou bien est-ce que tu peux facilement discuter avec les gens, justement, des aventures, des endroits qu'ils ont été voir Alors c'est vrai qu'on se retrouve un peu tous sur le même au même endroit pour la même chose, donc la discussion est assez facile. Donc j'ai rencontré justement un Suisse italien qui faisait la traversée dans le même sens que moi à vélo, et donc on a passé un peu de temps ensemble. Donc on avait quand même décidé finalement de rouler chacun de notre côté, puisque voilà, on était aussi là pour faire traverser un peu seul, et puis on s'est retrouvés 2-3 fois le soir dans les campings ou ces espèces de refuges, et on a passé la soirée ensemble, on a bien discuté. Donc ouais, il y a des bons moments aussi. est-ce que tu as eu l'occasion de manger des trucs locaux? Alors bon, peut-être pas forcément durant ton périple, parce que je pense que tu as plutôt utilisé tes ressources, mais ailleurs, il y a une cuisine particulière là-bas? Alors après, au niveau, clairement, ce que j'ai mangé, voilà, c'était ouais mes ressources, c'était même ce qu'on trouvait en magasin, il y avait rien de particulier, c'était même assez pauvre d'un point de vue même légumes, enfin nourriture locale. Après, j'ai eu l'occasion, donc dans la deuxième partie du voyage où j'ai fait du tourisme entre guillemets un peu plus classique, de manger une soupe qui est un peu plus particulière, qui est propre au pays. Après, au jour d'aujourd'hui, je n'arriverai plus à me souvenir du nom, mais c'est le seul mets particulier que j'ai pu goûter. Il y a des geysers aussi là-bas, non? Oui, alors il y a des geysers et bon, des fumerolles, donc c'est des comme de la vapeur qui sort à une température vraiment très chaude, d'un espèce de cône, et qui souffle, et on peut même pas passer la main au-dessus tellement c'est chaud. Donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant parce qu'on sent que la Terre, elle bout, elle est en activité permanente, et ça à fleur de peau, quoi. Donc dans le centre, il y a des sites qui sont vraiment grandioses pour ça, quoi. Et tu y es accédé en vélo, donc, durant ton voyage? Voilà, ouais, vraiment dans le centre. Donc c'est un site qui est vraiment beau et préservé. J'ai pu comparer un site qui est très fréquenté par les touristes parce qu'il est accessible sur les bords. Et ce site dans le centre est vraiment particulier parce qu'il y a très peu de monde qui accède, soit les gros 4x4, soit des gens à pied, soit à vélo. Et du coup, ouais, c'est vraiment impressionnant. Ok, tu peux y accéder facilement, c'est des trucs super touristiques où justement il y a beaucoup de monde, tu dois payer une entrée et tout ça. Non, par contre, alors il n'y a aucun droit d'entrée. Celui qui est dans le centre, à partir du moment où on décide de traverser, que ce soit même en voiture, hein, on y accède très facilement. Après, ceux qui sont aux alentours, enfin sur les bords de l'île, c'est pareil, il y a un grand parking, on y accède sans problème, mais ça vaut le coup d'œil quand même, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a beaucoup de rivières en Islande aussi, non? Oui, donc il y a beaucoup de rivières, et moi qui aime aussi pêcher, j'ai pris le temps d'observer un peu tous les poissons qui traînaient dans ces rivières, et j'ai vu beaucoup de truites. Donc ce qui m'a fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai que nous en France, voilà, on voit encore des truites sauvages au jour d'aujourd'hui, ça existe plus vraiment. Et là, ouais, j'ai passé vraiment de bons moments à regarder ça, et j'ai eu la chance même un soir de voir des saumons remonter une cascade. Oh, intéressant. T'en as même pas mangé là-bas? Non, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas. Non, en fait, je m'étais posté devant la cascade, j'attendais un petit peu comme ça, et au bout d'une demi-heure, là, j'allais partir, et d'un coup, j'en ai vu un sauter, deux, trois, et après, j'ai passé plus d'une heure et demie à les regarder faire, quoi. C'est des choses qu'on voit à la télé, mais les voir en vrai, c'est vraiment exceptionnel. Il y a des gens qui pêchent ou bien ça se fait pas du tout là-bas? Oui, oui, il y a même des séjours de pêche qui sont organisés. Alors par contre, c'est vraiment très onéreux. Il faut payer une carte, un permis. On est emmené dans des rivières assez particulières qui sont vraiment contrôlées, donc c'est pas donné à tout le monde. Après, moi, j'avais pris quand même du fil, un hameçon, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de pêcher. C'est intéressant, ouais, c'est vrai que ça semble vraiment hyper désertique en fait. Il n'y a pas grand chose à faire en Islande vraiment, ou bien tu as vu des choses à faire à part vraiment la randonnée ou le cyclisme comme tu l'as fait?
Non, après, clairement, enfin, même en se renseignant un peu, tout le monde dit que c'est une terre d'aventure. Alors, ce qui est surprenant, justement, en arrivant le premier jour dans le camping, c'est que dans ce camping, on voit que des petites tentes de randonneurs et tout, plus comme on voit maintenant, que ce soit en Suisse ou en France, des grosses caravanes ou des mobilhomes. C'est vraiment une terre, voilà, où on vient pour l'aventure et pour la nature. Après, clairement, à faire, j'ai rien vu d'exceptionnel. Le climat est quand même assez difficile, puisqu'il y a un proverbe qui dit si le temps ne vous plaît pas, attendez quelques minutes. Donc ça veut tout dire. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément une zone où il y a des activités vraiment importantes. Il y a des glaciers aussi dans le centre. Ça ressemble à quoi un glacier là-bas? Les montagnes sont hautes? Non, les montagnes sont. Alors, je me souviens plus de l'altitude exacte, mais c'est pas. On monte pas aussi haut que chez nous. Enfin, on dépasse pas les 4000. Même, je suis même pas sûr qu'il y ait un sommet à 3000. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est comme on est très, d'un point de vue latitude, on est vraiment au nord. Les glaciers descendent encore très bas et on en trouve à des altitudes inférieures à 1000 mètres, ce qu'on a un peu de mal à trouver aujourd'hui chez nous. Et bon, enfin, je suppose que t'as pas osé y aller, mais est-ce que tu peux faire de l'alpinisme là-bas, tu le sais? Dans la deuxième partie du voyage, justement, on a pu faire entre guillemets une initiation et aller sur un des glaciers, faire une randonnée sur un glacier. Et alors, comment ça se passe, une randonnée là-bas? Ça se prépare comment? Est-ce que tu l'as fait facilement? Oui, alors après il y a différentes formules. Nous, on a pris la formule la plus simple puisque au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'expérience ni mon ami sur les glaciers. Donc la formule la plus simple, on se présente au bureau des guides, on s'inscrit le matin pour l'après-midi et ensuite dans l'après-midi, on part faire une randonnée une heure et demie sur le glacier. Donc ça s'apparente plus à de la randonnée glaciaire qu'à de l'alpinisme. Ouais, c'est pas vraiment des trucs comme dans l'Himalaya où tu pars sur une semaine, quoi. Non, là c'est vraiment. Après, je me suis pas renseigné, mais il y a possibilité de faire des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus engagées, il y a le potentiel d'un point de vue montagne pour faire ça, les glaciers. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre d'intéressant, alors peut-être dans la deuxième partie de ton voyage? Alors après, donc la deuxième partie, ça a été surtout. Donc on a fait le tour de l'île, finalement, en voiture. On avait une voiture et des points de chute tous les soirs. Et durant cette deuxième partie, après, bon, ça a été beaucoup de visites. C'était essentiellement axé sur les visites. On a été se baigner aussi dans des. Je me souviens plus du nom, ça s'appelle le Blue Lagoon. En fait, c'est des eaux qui sont chauffées naturellement. Donc c'est assez impressionnant puisque le jour où on a été se baigner, il neigeait et nous on était dans une eau à plus de 40 degrés, quoi. Ouais, ça doit être sympa ça. Ça se loue facilement une voiture là-bas? Oui, ça se loue assez facilement. Après, c'est quand même conseillé de prendre un 4x4 puisque même en faisant le tour de l'île, c'est pas goudronné entièrement. Donc on a fait sur on va dire 10% du voyage que de la piste. Il y a plus de goudron. Après, ça reste juste de la piste. Tu peux pas prendre le bateau à un moment là pour faire le tour de l'île? Ah, il y a différents. Si, il y a possibilité, alors je crois, de faire le tour de l'île en bateau. On a été aussi, j'avais oublié, voir, alors vraiment au nord de l'île, essayer d'aller voir les baleines, puisqu'il y a un site qui est assez réputé pour ça. Donc moi, ayant le mal de mer, je suis resté bien assis au fond du bateau, j'ai pas vu grand-chose, mais mon ami, ouais, elle a pu voir quelques rorquals au large. Ouais, ça doit être sympa ça. C'est un de mes rêves, c'est justement d'aller voir les baleines. Alors pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, mais je vais le faire, peut-être pas en Islande, mais à d'autres endroits. Ah, mais ça vaut vraiment le coup. Après voilà, moi j'avais le mal de mer, j'étais bien assis quand même au fond, mais ma copine est vraiment ressortie enchantée de cette expérience. Tu fais combien de temps pour faire le tour de l'île en voiture? Donc après, on a mis une dizaine de jours. Par contre, clairement, c'est trop rapide dans le sens où il y a des étapes qui sont très longues. Alors soit on choisit de se lever tôt le matin et de faire toute la route la matinée pour en profiter l'après-midi, mais après bon, on accumule quand même la fatigue. Soit on prend le temps le matin et après finalement on passe notre journée sur la route. Et il y a certaines journées que j'ai trouvées beaucoup trop importantes d'un point de vue distance. Quand tu dis que tu as visité des trucs justement ou le matin ou l'après-midi, tu vas visiter quoi? Est-ce que tu trouves aussi des choses au point de vue culturel, genre des musées, ou je sais pas? Alors clairement, il y a le seul endroit entre guillemets où on peut trouver éventuellement un musée, c'est dans la capitale, à Reykjavik. Après, on croise vraiment que des petits villages, il y a pas grand-chose et c'était pas non plus le entre guillemets le but de notre voyage. On avait vraiment axé ça sur les paysages et du coup, on s'est pas concentré sur ces choses-là, mais il y a pas vraiment grand-chose à voir. Ok, ouais, donc finalement un pays vraiment d'aventure où tu vas faire ton trip, que ce soit à pied ou en vélo, et puis enfin ouais, c'est surtout pour l'isolement, la solitude et puis la beauté des paysages, quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment une destination nature avant tout. Bon voilà, on n'a peut-être plus grand chose à dire sur l'Islande à part que c'est grand et
que c'est désert et qu'il fait pas beau. On va peut-être parler d'un point de vue pratique maintenant, parce que le voyage en vélo, ça paraît bête comme ça, mais ça demande quand même une certaine organisation. Alors, toi, comment est-ce que tu t'es organisé du point de vue matériel, du point de vue préparation physique aussi, pour pouvoir assurer quand même, parce qu'une fois que tu es au milieu de nulle part, si t'arrives pas, t'es tout seul, quoi. Alors après, moi, bon, clairement, je fais régulièrement du sport, toutes les semaines. Après, c'est vrai que quand même, on va dire 3-4 mois avant le départ, j'ai vraiment axé le sport sur le vélo. Donc, j'essayais de faire une petite sortie par semaine, une petite sortie en semaine et une sortie beaucoup plus longue le week-end, donc on va dire de 4-5 heures, histoire d'avoir quand même un rythme assez important. Ensuite, d'un point de vue technique, donc je me suis beaucoup renseigné sur Internet. Donc il y a des sites qui existent et des gens qui ont déjà fait ce genre d'expérience, et ces retours d'expérience sont vraiment importants pour choisir le matériel. Tu avais des connaissances au niveau mécanique pour le vélo, par exemple, si tu avais un problème, parce que t'as pas tellement le droit de casser ta chaîne au milieu de nulle part, quand même. Voilà, ouais. Donc alors ça, c'est des choses, oui, qu'il faut anticiper. Donc c'est vrai que j'avais dans mon matériel, j'avais des patins de rechange, plusieurs maillons de chaîne, un dérive-chaîne, enfin tout ce qui me permettait en fait de réparer, même de bricoler quelque chose pour pas rester en rade au milieu de nulle part, quoi. J'avais des câbles pour changer les câbles de dérailleur, des câbles de frein à changer, donc suffisamment pour pouvoir redémarrer et retourner entre guillemets la civilisation. Au niveau de la tente, t'as fait comment pour choisir? Parce qu'on en trouve des vraiment pas chères. Si on parle sur la France de Decathlon, par exemple, des tentes de seconde qui sont très pratiques, mais tu t'es orienté vers quelle sorte de matériel pour ce pays? Alors, pour avoir justement, dans une autre expérience, utilisé un peu du matériel Decathlon, je me suis dit, voilà, Decathlon, c'est très bien, ça permet de découvrir un peu certaines activités. Par contre, quand on pousse un peu ce matériel à bout, on en voit rapidement la limite. Donc là, je me suis plutôt orienté vers des marques telles que Vaudet, qui sont vraiment connues pour ça, et je me suis bien sûr aussi renseigné beaucoup sur Internet. Donc j'ai mis le prix, parce que je voulais pas me voir la tente s'envoler au milieu du désert. Donc j'ai mis le prix, j'ai pris aussi une tente qui épouse entre guillemets la forme du vent, donc ce qui permet de limiter un peu la prise au vent et de limiter bien évidemment la casse, quoi. Au niveau des chaussures et tout ça, du matériel physique, t'as aussi fait beaucoup de recherches, ou bien t'as pris un peu ce qui tombait sous la main? Donc je savais de toute façon qu'il y aurait du vent, de la pluie, et qu'il fallait que je tienne au maximum mes pieds au sec. Donc dans un premier temps, j'avais choisi de prendre des chaussures en Gore-Tex, et j'ai appris que de toute façon, n'importe quelle paire de chaussures, quand on passe plusieurs jours sous la pluie, il n'y en a aucune qui est étanche. Donc j'ai trouvé en fait des chaussettes en Gore-Tex que j'ai mises avec ces chaussures, et grâce à ça, j'ai jamais eu les pieds mouillés, quoi. Donc ça a été une des solutions pour pallier à la pluie. Après au-dessus, j'avais donc un pantalon pareil Gore-Tex étanche et une veste en Gore-Tex. Donc ça permettait de rester entre guillemets au sec toute la journée. Au niveau budget de ton voyage, je pense ton matériel a dû compter pour pas mal. Oui, alors après, si on retire entre guillemets le prix, si on enlève le vélo, après moi j'avais choisi de prendre une remorque. Alors c'est une remorque qui est un peu particulière, je vais pas faire de la pub, mais c'est une extra wheel. En fait, c'est une roue avec une sacoche de chaque côté. Donc c'est un peu particulier, mais qui s'est avéré très pratique puisque ça me permet de décrocher la remorque et après de partir tout de suite en vélo. J'ai pas les sacoches en permanence sur moi. Mais c'est vrai qu'on va dire que c'est un budget, si on part de zéro, le matériel va compter pour un bon tiers, voire la moitié. Parce qu'après sur place, les campings et tout ça, c'est comme un camping en France, ou bien c'est plus cher? Alors la vie est très chère là-bas parce que tout est importé déjà. Et là, c'était très intéressant, il y a je crois en 2008 d'y aller au moment de la crise, parce que intéressant pour nous, mais parce que le pays s'était effondré. Et là, progressivement, comme on les rejoint entre guillemets, c'est vrai que tout devient cher, quoi. Ouais, c'est le problème des îles, hein. On a parlé de l'île de Pâques dans le dernier podcast, et c'est le même problème, quoi. C'est deux fois moins cher au minimum que le continent, quoi. En même temps, on sait où on va, quoi. Puis comme il y a rien à faire, tu vas pas gaspiller l'argent pour le cinéma, les musées, etc. C'est peut-être un bon moyen d'économiser, c'est d'aller là-bas, ouais. Bon, remarque, toi, tu y as passé combien de temps en tout? Donc en tout 3 semaines. En même temps, si tu passes 2 mois, peut-être que là, tu arrives à vraiment rentabiliser justement ton matériel, quoi, parce que finalement, tu l'as acheté une fois et tu le gardes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a d'autres solutions qui se présentent. Je sais que moi, en m'enseignant en retour, il y a des gens qui louent justement les remorques pour 2-3 semaines parce que, comme moi, ils en ont acheté une et finalement, ils n'en ont pas beaucoup d'utilité, quoi. Alors, toi, tu garderas quel souvenir
de ce moment là-bas? Alors il y a eu vraiment deux temps. Il y a un premier temps où voilà, j'idéalisais beaucoup vraiment le fait de partir seul. Je me disais c'est génial et tout. Et après ça apprend vraiment à relativiser quoi, d'être tout seul au milieu du désert. On se dit voilà, c'est beau, c'est bien. Bon des fois c'est un peu dur, mais voilà, j'ai personne avec qui le partager quoi. Donc ça a été vraiment aussi un voyage intérieur, disons. T'avais pas pris un iPod, un livre ou quelque chose comme ça? T'étais vraiment isolé totalement, sans rien? Alors non, j'avais un livre. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'écouter beaucoup de musique, donc ça, j'avais pas pris, mais j'avais pris un livre que j'ai fini assez rapidement, puisque bah il y a des fois où quand le temps était mauvais, je m'arrêtais au milieu d'après-midi, donc il fallait bien passer un peu le temps jusqu'au soir. Et puis sachant qu'à l'époque où j'y étais, il faisait quasiment pas nuit. Le soleil se couchait, on va dire vers minuit, et à 3-4 heures du matin, il était déjà levé. Ah d'accord, c'est déjà les régions où tu peux avoir le soleil de minuit, quoi. Ouais, exactement. Donc, et à l'inverse, donc dans la deuxième partie du voyage, on a une fois dormi chez l'habitant et la dame nous expliquait que l'hiver, par contre, le soleil se lève à 11 heures et il y a un halo de lumière jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc, ce qui peut expliquer peut-être un taux de suicide assez important l'hiver là-bas. Ouais, enfin c'est peut-être pas le moment d'aller faire un tour en vélo. Non, à ce je pense que moment-là, non plus. La vie, juste un dernier petit truc pour la cuisine. T'as fait comment pour les pâtes et tout ça? T'as utilisé des trucs lyophilisés ou bien? non, alors j'avais pris des pâtes, des coquillettes parce que ça se cuit assez vite. Après, j'ai acheté un réchaud multi-cartouches parce que bon, les réchauds qu'on peut trouver en France qui vont sur les cartouches camping-gaz, en Islande, j'avais peur de pas en trouver et finalement, ils ont aussi des cartouches camping-gaz, mais j'étais parti en sécurité avec ce réchaud multi-cartouches. Ça tombe bien que tu parles de sécurité. Quand on part comme ça au milieu de nulle part, est-ce que tu avais j'ose pas te demander s'il y a du réseau 3G au milieu de là-bas, mais tu fais comment si jamais il y a un problème justement? Est-ce que tu comptes sur justement il y a un certain passage quand même de personnes ou bien? Voilà, après, je veux dire, on n'est pas non plus seul pendant ces 10 jours ou cette semaine de traversée. Disons que voilà, il y a quand même, enfin, il y a un peu de passage, même s'il y a 5, 6, voire 10 véhicules dans la journée, ça donne quand même une certaine confiance. On sait que si vraiment il y a quelque chose, on peut rester sur la piste, il y a forcément au moins une personne qui passe dans la journée. Pour ceux qui te connaissent pas, tu as un blog qui s'appelle Via Terra, qui est intéressant puisque tu as fait notamment la Transalpine. Alors, tu peux nous expliquer en quelques minutes qu'est-ce que c'est la Transalpine? Parce que c'est un truc intéressant qu'on peut faire ici si on n'a pas envie d'acheter un billet d'avion à 1000 €. Alors rapidement, en fait, c'est plusieurs pays en fait qui sont traversés par les Alpes, qui se sont mis ensemble pour créer en fait une traversée de l'arc alpin. Et donc cette traversée officielle donc du site Via Alpina part de Monaco, donc on va dire en France, mais pas vraiment en France, et se finit à Trieste, donc sur les bords de la mer Adriatique en Italie, donc en traversant 8 pays. Tu fais combien de temps pour faire ça? Alors vraiment le trajet le plus long qui correspond au parcours rouge au global, on doit mettre entre 4 et 5 mois. Et nous, on avait déjà fait une partie sur un précédent voyage, donc la partie française, et nous on a passé quasiment 3 mois pour faire la partie suisse, autrichienne, slovène et italienne. Ouais, ça va être intéressant. Je vous encourage vraiment à aller regarder son site, justement. Il a fait un film aussi là-dessus, sur la Transalpine. C'est vraiment pas mal. Je pense c'est vraiment une grande aventure qu'on peut faire finalement pas loin de chez nous, quoi. Alors ça demande beaucoup de préparation quand même, hein, aussi, non? Oui, après, bon, il y a vraiment toute cette phase de recherche de cartes, de matériel, alors pas forcément programmer les étapes, mais repérer les endroits où on va pouvoir ravitailler. Après, comme tu le dis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire, ça à 2 pas de chez nous, quoi. Il suffit, entre guillemets, de mettre le sac sur le dos et de partir. Bon, après, faut avoir un peu de temps. Ouais, comme d'habitude, un peu de temps et puis un peu de moyens pour quand même pouvoir, pendant 5 mois, ne pas avoir à aller travailler, quoi. Exactement. C'est aussi intéressant. Travers le Vercors aussi, le Tour du Mont Blanc, enfin tu trekkes pas mal quand même, hein. Ouais, donc ça a commencé justement, ouais, un petit peu avec le Tour du Mont Blanc il y a quelques années, donc c'était en 2007, et après, bon, suite à ça, on a augmenté un peu les distances, le temps, et puis on prend vraiment du plaisir là-dedans, et donc ça se renouvellera les années qui viennent. D'accord. Un objectif, lointain ou pas, de voyage? Oui, alors plus pour 2014, donc pour l'instant ça reste encore vraiment à l'état de projet, mais ce serait un trek assez long de 3 à 4 mois dans les Andes. Ah ouais, pas mal, hein. L'Himalaya c'est pas mal aussi, hein. Moi j'y étais, alors pas pendant 3-4 mois, mais
Voilà, j'y pense aussi. C'est quelque chose que je ferai sûrement un moment. Là, pour l'instant, on est parti sur les Andes, mais il faudra parier que la prochaine étape, ce sera l'Himalaya. Magnifique. Tu as un ou deux conseils à donner pour ceux qui recherchent des informations justement sur le trek et tout ça, des sites ou des livres que toi-même tu as vraiment aimé? Alors vraiment, après, il y a des sites qui sont vraiment bien faits. Donc, c'est le site XPMag où il y a beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de tests de matériel. Il y a un autre site, alors je sais pas s'il est connu en Suisse, mais en France, ça s'appelle Altitude Rando. Donc, qui propose déjà, au moins pour s'entraîner, pour des courtes distances, beaucoup de randonnées à la journée, voire 2, 3 jours. Et même des expériences beaucoup plus lointaines, de 3, 4 semaines sur l'Himalaya. Ok, c'est excellent. Eh ben, je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir parlé un peu d'Islande, ce pays un peu bizarre, perdu au milieu de nulle part, où il n'y a rien à faire. Non, on rigole, hein, bien sûr. Quand même, il faut y aller. Non, on rigole, mais c'est vrai que ça détonne vraiment, on va dire, face aux jeunes qui vont à Ibiza ou des choses comme ça. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est un pays où il faut aller en tout cas. Je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite une bonne nuit maintenant. Bah, pas de souci, merci à toi de m'avoir accueilli sur ton site. Merci, et puis bon courage pour 2014 dans les Andes, tu viendras nous en reparler. Hein. Sans problème. Allez, ciao, bonne soirée. Hein. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze! Y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop, pop, pop! Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Ok? Je peux te parler une seconde? Il faut que je te parle. Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green? Green! Alors encore merci à Nicolas pour cet épisode vraiment très sympathique sur l'Islande. C'était très intéressant et puis je vous encourage encore une fois à aller sur son site, vous le trouverez en lien sur mon blog. Pour ce qui est du reste, eh bien, je vais pas parler longtemps, juste vous dire que vous pouvez toujours gagner des cartes postales de la Suisse en trouvant de quel film il s'agit au début et à la fin de l'épisode. En l'occurrence, il s'agit du même film. Je pense que tout le monde l'a vu, ça va être très simple. Et puis voilà, je vous laisse aller jeter des coups d'œil sur mon blog. On a pas mal parlé de la Suisse. Ce week-end, si vous écoutez ça dès qu'il sort, eh bien, il y a le Swiss Fantasy Show. Où je serai le dimanche, qui est un festival du fantastique et de la science-fiction en Suisse, qui se trouve à Morges. J'en ai parlé dans mon article. Je vais faire un article ensuite pour dire si c'était cool ou pas. Mais voilà, si vous écoutez ça avant le 29 et le 30 septembre, eh bien, je vous encourage vraiment à y aller. C'est un truc sympa, et pour une fois qu'il y a un truc sympa en Suisse qui se passe, il faut y aller. Et puis pour le reste, eh bien moi ce que je vous encourage, s'il fait moche dehors et il y a beaucoup de risques parce que l'hiver commence à arriver chez nous, remplissez votre sac à dos de plein de trucs super sympas, prenez le premier avion pour un pays chaud et puis on se revoit autour de mars-avril. Mais de toute façon, vous pouvez écouter Voyagecast n'importe où dans le monde, donc profitez de partir. Allez, à ciao, bonsoir.